Social Calling, Karine, épisode 20. Pour elle, s'engager, c'est enseigner, c'est persévérer pour être en accord avec ses valeurs. Vous allez écouter une histoire de cadre scolaire, de désillusion et de rebond. Une histoire de social calling. Mais en fait, à ce moment-là, j'avais pas le choix. Il fallait que j'aille au bout. Et aujourd'hui, je suis contente parce que ça fait 3 ans et je commence à voir le bout du tunnel. Je sais mieux gérer une classe, je prends du plaisir aussi avec les enfants. J'ai revu aussi mes objectifs, qui ne sont plus ceux qu'ils étaient au départ, mais ils sont autres, tout aussi intéressants. Une fois n'est pas coutume, chères auditorices, j'ai convié au micro de Social Calling une femme que je connais bien, même très bien. Karine est mon amie d'enfance. À peu de choses près, on a suivi la même trajectoire jusqu'à 30 ans. Lycée Jeanne d'Albret à Saint-Germain-en-Laye, Sciences Po, année de césure en Angleterre, boulot, métro, dodo. Ce qui est drôle, et je m'en suis rendu compte en réalisant ce podcast, c'est qu'il y a 5 ans, à peu près en même temps, on a eu un incident de parcours. On a décidé chacune de notre côté de tout plaquer, pour retrouver du sens. Karine, elle, a passé le concours pour devenir enseignante. Elle s'est engagée dans l'éducation nationale, la main sur le cœur, des étoiles dans les yeux. Et puis, la réalité du terrain, avec son lot de désillusions, l'a rattrapée. Et si aujourd'hui, elle tient bon la barre de son rôle de maîtresse en petite section de maternelle dans une école située en zone sensible, parfois, Karine a envie de tout arrêter. Comment a-t-elle surmonté le désenchantement face à son engagement ? Et surtout, pourquoi continue-t-elle ? Le témoignage que vous allez entendre est remarquable parce qu'il en dit long sur la façon dont notre société considère celles et ceux qui s'engagent à éduquer nos enfants à devenir des citoyens du monde. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui imaginent que la petite section, c'est une garderie améliorée, ou pas d'ailleurs, alors qu'en fait, il y a beaucoup d'objectifs et que ces enfants, on essaye de les transformer en élèves et qui rentrent dans le moule de l'école. Et alors, quand tu as décidé de devenir enseignante, est-ce que tu t'attendais à cette réalité ? Je pensais davantage avoir un rôle de transmission, de connaissances, de savoir être aussi, mais de savoir être plus citoyen, écologique. Voilà, j'étais là-dedans. Et en fait, je me suis retrouvée confrontée, et je me retrouve confrontée au quotidien à d'autres problématiques qui sont liées aussi au quartier dans lequel j'exerce cette fonction, parce que je pense que dans d'autres quartiers, c'est aussi différent. Mais en tout cas, dans cette école, il y a des lacunes éducationnelles de la part des parents, sans porter de jugement de valeur ou quoi, mais qui font que les enfants, quand ils arrivent à l'école, il y a un énorme travail à faire en amont pour justement atteindre ce stade où on va pouvoir commencer à transmettre des choses. C'est quoi les situations, par exemple, auxquelles tu es confrontée dans ton quotidien ? Il y a des problèmes énormes de frustration, mais j'ai envie de dire, il y a beaucoup d'enfants qui ont ce problème-là. Mais c'est vrai que la frustration est très, très mal gérée par beaucoup d'enfants. Donc, tu ne peux pas leur dire non ou imposer une limite ou imposer un cadre. Ce sont des enfants qui vont hurler, se rouler par terre, qui peuvent te taper. On a des enfants qui nous tapent régulièrement, qui nous crachent dessus, qui nous mordent, qui arrachent les oreilles, qui font pipi par terre parce qu'ils sont pas contents. Et moi, j'avais pas conscience de ça, que en fait la gestion du groupe était fondamentale et primordiale et qu'il fallait passer par là pour ensuite simplement transmettre. Je pensais pas que c'était un métier facile, mais je m'attendais pas à quelque chose d'aussi difficile. En termes d'énergie dépensée pendant la journée auprès de ces enfants, où tu dois toujours avoir une patience exemplaire et tu n'as pas une seule seconde à toi. 21 petits-enfants qui sont sans arrêt en train de te solliciter et en train de faire des bêtises. C'est-à-dire que ton œil, il doit être partout en même temps. Tu ne peux jamais être dos à un groupe, c'est-à-dire qu'il faut toujours que tu sois dans des endroits stratégiques de la classe où tu les vois tous. Donc en termes d'énergie, c'est énorme, alors que c'est vrai qu'avant je me disais maîtresse, ça peut être cool. Pourquoi tu as voulu devenir enseignante ? Alors c'est un cheminement par idée et par hasard aussi, parce que j'ai fait des études autres qui n'ont rien à voir. J'ai fait Sciences Po à l'époque. C'était pas un choix de ma part, c'était pour faire plaisir à mon entourage. Et effectivement, je ne savais pas trop quoi faire et je me suis dit, ça ne peut qu'ouvrir des portes.
Voilà, donc du coup, j'ai choisi cette fameuse spécialité administration territoriale. Je me suis pas amusée et ça ne m'a pas plu. Mais j'ai quand même continué là-dedans et après j'ai travaillé dans l'administration territoriale pour faire plaisir aussi parce qu'il fallait avoir un métier qui a un nom, qui rapporte un peu, même si bon, à l'époque c'était pas grand-chose non plus dans l'administration territoriale. Et puis j'ai fait un voyage au Sénégal en tant que touriste. Et là j'ai eu un déclic en posant mes pieds vraiment sur le sol sénégalais, enfin un vrai déclic où je me suis dit mais en fait je veux vivre ici, je veux être là, j'ai quelque chose à faire ici. Ah oui, je me souviens, tu t'es engagée dans une association de protection de l'environnement. Vous faisiez quoi exactement ? Alors on travaillait avec les femmes pour les former à de nouvelles activités génératrices de revenus qui protégeaient leur environnement. Et on travaillait aussi avec les écoles pour sensibiliser les enseignants et les enfants à la protection de leur environnement également. Et c'est parfois un petit peu difficile d'avoir des fonds dans les petites associations locales. C'était pas une grande ONG internationale. Et on s'est donc retrouvé dans une situation financière un peu compliquée, en tout cas pour moi, surtout en France où le coût de la vie est plus cher. Et puis j'ai une petite fille. Et là, je me suis donc posé la question de qu'est-ce que je vais faire ? Et alors, qu'est-ce que tu as fait ? Et là, je me suis dit, je vais continuer en fait ma mission, c'est-à-dire continuer en fait à faire de l'éducation à l'environnement. Et quelle est la meilleure place pour faire de l'éducation à l'environnement ? Ce sont les écoles. Là, au moins, tu as les enfants toute la journée, toute l'année. C'est le meilleur moyen finalement de former la nouvelle génération aux valeurs que je soutiens. Et là, j'ai été voir l'éducation privée. Car dans l'éducation privée, on peut être enseignant sans formation. J'ai été les voir avec mon CV un vendredi. La femme du recrutement a adoré mon CV avec les histoires de reboisement. Elle m'a dit « vous pouvez commencer lundi ». Alors là, moi, je me retrouve quand même bien embêtée. Je me dis « mais je n'ai jamais tenu une classe. Ma fille était petite, donc je ne savais même pas ce qu'était un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Enfin, j'en avais pas conscience. Et puis, je n'avais pas connaissance des programmes, rien du tout. Enfin, c'est-à-dire que je partais de zéro parce que j'avais fait autre chose, certes, de l'éducation à l'environnement, mais c'était des animations, de sensibilisation. Ça n'a rien à voir avec gérer une classe, avec tout le programme aussi que ça comporte. Et donc, je me suis retrouvée en classe dès le mardi parce que j'avais essayé de négocier 2 semaines d'observation-formation qui en fait ont été réduites à une seule journée. Et donc j'ai commencé quelques jours après, parce que un pléthore de directrices m'ont appelée en pleurant, parce que j'étais apparue sur des listes de remplaçantes. Il faut savoir qu'il y a un manque quand même de personnel dans l'éducation, qu'elle soit publique ou privée. Et donc là, effectivement, beaucoup de directeurs, directrices m'ont appelé on a besoin de vous tout de suite, demain, il nous manque 1-2 personnes, donc des classes sans enseignants. Donc j'ai essayé de dire que je n'avais aucune formation, que je ne savais pas, que non, il fallait que je sois là. C'était toujours mieux que de laisser les enfants sans personne. Donc effectivement, je me suis retrouvée en classe 3 jours après, avec une classe de moyenne section. Donc ce sont des enfants entre 4 et 5. Et là, ça a été très, 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 très difficile parce que ce dont je parlais au début, la gestion de classe, c'est pas inné et j'ai eu beaucoup de mal. Je rentrais tous les soirs en pleurant, mais vraiment en pleurant, réellement en pleurant. Je ne tenais pas cette classe, je savais pas quoi faire, les enfants ne me respectaient pas, c'était un cauchemar. Et en même temps, je me suis dit que je pouvais y arriver, comme les autres. Je voyais quand même que dans les autres classes, ça pouvait être plus sympathique, qu'on pouvait mener des projets intéressants avec les élèves. Et je me suis dit, non, faut que je me forme, faut que je passe le concours. Je vais apprendre tout ça et je vais y arriver. Tu as passé les concours, tu as réussi les concours. Maintenant, ça fait 3 ans que tu es enseignante. C'est quoi ton rythme de travail ? Il est chargé. Il y a les journées en classe. Voilà, donc je crois que c'est 24 heures. Donc c'est effectivement pas grand-chose comparé à d'autres emplois du temps. Sauf qu'en dehors de ça, on a énormément de travail de préparation. Énormément, donc de préparation écrite
que moi je fais à la maison, donc je le fais le soir quand ma fille est couchée, donc je travaille presque tous les soirs, de 21h à 23h. Un week-end sur 2 aussi quand elle n'est pas là. Le midi, ma pause déjeuner, je la passe aussi à travailler, à ranger la classe, à préparer les ateliers de l'après-midi. Il y a les rendez-vous parents aussi, que je cale le matin, donc avant 8h20, ou que je cale le soir après la sortie des classes. Pendant les vacances scolaires aussi, on a 2 semaines de vacances chaque période, et il y en a une que je consacre quasi exclusivement à la préparation de la période qui va suivre. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à autant de travail. Après, j'ai conscience aussi que je suis débutante et que du coup, ce travail va aussi s'amoindrir avec les années, et que là, j'ai tout à construire, tout à m'approprier, et du coup, ça demande un grand investissement. Quand on écoute ton histoire, j'ai le sentiment que tu as vécu une forme de désillusion entre l'image que tu te figurais de ce que c'est qu'être enseignante et la réalité du terrain. Est-ce que c'est le cas ? Oui, c'est le cas. Et pour autant, je ne changerai pas ce métier. Pour rien au monde, j'irai ailleurs. Je l'aime, mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, effectivement. Comment t'as surmonté cette désillusion ? Après, je crois que j'ai pas vraiment eu le choix non plus, parce que ma vie personnelle a fait qu'il a fallu que je m'accroche, qu'il a fallu que j'aille au bout, que j'ai un emploi stable, fixe, qui me plaît, qui correspond à mes valeurs. Donc c'est vrai que quand j'ai eu cette désillusion finalement assez tôt, dès le début, quand j'ai fait mon année de stage après le concours, je me suis rendu compte que c'était pas une mince affaire. Mais en fait, à ce moment-là, j'avais pas le choix. J'avais vraiment pas le choix. Il fallait que j'aille au bout. Et aujourd'hui, je suis contente parce que ça fait 3 ans et je commence à voir le bout du tunnel. Maintenant, je sais mieux gérer une classe, je prends du plaisir aussi avec les enfants. Est-ce que tu dirais qu'entre le moment où tu as décidé d'enseigner et aujourd'hui, ton engagement, il a muté ? C'est pas les mêmes objectifs finaux. Moi, c'était un objectif très écologique. On va protéger la planète. Je vais former cette nouvelle génération à cette protection. Donc, effectivement, l'objectif a changé, mais ça reste toujours de la formation de citoyens. Donc là, j'ai réduit mes objectifs à la baisse, entre guillemets, parce que je me suis retrouvée justement confrontée à des enfants qui avaient besoin, en fait, d'une base avant d'accéder à ça. Est-ce que pour toi, le métier d'enseignant est reconnu à sa juste valeur aujourd'hui dans notre société ? Alors évidemment que non, et c'est bien là tout le problème. Il n'y a aucune reconnaissance. Il y en a peu, je trouve, par rapport à l'investissement personnel que chaque enseignant met dans sa classe. Peu de reconnaissance de la part des parents qui aujourd'hui, il y a plus ce respect de l'instituteur qu'avaient nos parents ou nos grands-parents. En plus, il y a 2 pendants. Il y a les enfants de parents aisés dans des milieux favorisés qui te prennent vraiment de haut en te disant que... mais il y en a vraiment des histoires vécues qui te disent « Ah, mais moi, de toute façon, je gagne 3 fois plus que vous, donc c'est pas vous qui allez dire à mon fils ce qu'il faut faire ou pas faire. » Voilà, donc tu te retrouves dans cette situation-là aussi où le parent dit aussi à l'enfant que la parole de l'enseignant ne vaut pas grand-chose. Voilà. Dans les classes moins favorisées, il y a... Alors, c'est pas forcément un manque de reconnaissance, mais en tout cas, c'est une défiance énorme, où tu as peu de communication aussi avec ces familles-là. Donc, du coup, la relation ne se fait pas. Et c'est vrai que ces familles-là ont une méfiance vis-à-vis du corps enseignant. Donc, c'est compliqué aussi parce qu'il y a un discours à la maison qui n'est pas forcément pro-école. Donc, du coup, l'enfant ne respecte pas forcément le cadre scolaire. Manque de reconnaissance aussi de l'institution, j'ai envie de dire, de par déjà nos salaires qui sont tout petits par rapport à notre charge de travail. Et puis même comparé aux autres pays, l'éducation, c'est clairement pas un budgétaire prioritaire en France. Et effectivement, il y a beaucoup de grèves, mais moi, personnellement, j'ai même pas les moyens de faire grève parce qu'une journée de travail, c'est X dizaines d'euros en moins à la fin du mois et je ne peux pas. Je vis seule avec ma fille. J'ai pas ces moyens-là. Et pourtant, on vit petitement. Mais ça, c'est un vrai problème. Est-ce que tu comprends les enseignants qui se suicident ? Oui, parce que vraiment, dans certaines classes, c'est horrible. Et tu as tout le monde contre toi. C'est-à-dire, tu as donc des enfants qui vont pas bien, qui déjà
d'insultes. Quand ce sont dans des grandes classes, ça peut aller très loin. Enfin, il y a des insultes quand même très violentes ou des comportements physiques violents aussi. Et puis, tu as les parents qui t'accusent, parce que c'est de ta faute si l'enfant ne va pas bien. Puis, tu as l'institution aussi qui t'accuse, parce qu'en fait, si ta classe ne va pas bien, si ces enfants ne vont pas bien, c'est de ta faute. Tu n'as pas la bonne méthode, tu n'as pas la bonne pédagogie, tu ne sais pas gérer ta classe. Et donc, en fait, tu te retrouves toute seule, avec tout le monde contre toi, à ne plus savoir gérer, à ne plus savoir comment faire et à subir des choses que je souhaite à personne. Pourquoi tu continues à faire ce métier ? Parce que j'y crois, parce que l'école, c'est la base de la société et que j'ai envie de participer quand même à cette formation du citoyen et tant pis si l'institution ne nous suit pas pour l'instant et tant pis si les parents ne nous suivent pas non plus. Moi, je sais pourquoi je suis là. J'essaie de transmettre ce que je peux à ces enfants-là, les aider comme je peux à ma manière. Et je suis très contente et je reste là et j'ai pas l'intention de changer pour l'instant. C'était le 20e épisode de Social Calling. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec Brigitte Gauthière, la cofondatrice de L214. Il y sera question de vidéos virales, de véganisme et d'amour avec un grand A. Je compte sur vous pour continuer à partager et à parler de ce podcast sur les réseaux sociaux. Et si vous entendez une histoire de social calling, vous pouvez m'écrire à l'adresse callingsocial@gmail.com. Merci pour les commentaires, les encouragements et les petites étoiles, chères auditrices. À dans 15 jours.